Bien, mes camarades, la présence de plus de 900 militants dans cette salle de la Beaujoire est la preuve que l'Union départementale CGT Force ouvrière de Loire-Atlantique se porte bien. Je tiens d'emblée à remercier tous les militants qui participent à l'organisation de ce congrès, le secrétariat avec Magali Péréon et Sonia Lancelot, mais également les 40 camarades mobilisés aujourd'hui autour de Xavier Suzanne, délégué syndical central de ULOG et membre de la CA de l'UD. Je tiens également à remercier tous nos partenaires qui nous aident financièrement à organiser ce congrès. DIP, SINSEA, UPCOP, La Massif, Harmonie Mutuelle, AG2R, Aesio, Elior, Technologia, LM Communication, le groupe Legrand, Malakoff Humanis, Audace, Hull, Valdis, Banana Event et plus de. Je vous demande de leur faire le meilleur à cœur tout au long de la journée. Je salue également tous nos invités. Cécile Collère et Jacques Paris sont présents dans ce congrès. Ils ont subi 3 ans et demi d'incarcération dans les pires geôles d'Iran et 5 mois de séjour contraints à l'ambassade de France avec des bombardements israéliens et américains au-dessus de leur tête. C'est un immense soulagement de les avoir avec nous à l'occasion de ce congrès. Je vous demande de les applaudir à nouveau. Je remercie également Fred Souillot, les camarades du bureau confédéral et les nombreux secrétaires ou ex-secrétaires de Fédé ou d'UD qui sont présents. Je ne peux pas citer toutes celles et ceux qui les accompagnent et vous voudrez bien m'en excuser. Je vous demanderai de les applaudir à la fin de la présentation de tous ces camarades qui sont nombreux aujourd'hui. Parmi les invités sont présents Rachel Barion, membre du bureau confédéral et ancienne secrétaire du syndicat de l'hôpital de Saint-Nazaire. Cyril Lama, membre du bureau confédéral et ancien secrétaire général du SPAZEN. Patricia Drevon, du bureau confédéral. Fred Bochard, ancien secrétaire général du Puy-de-Dôme et membre de la commission exécutive confédérale de nombreuses années. Philippe Manot, ex-secrétaire général de Gironde et ancien membre de la commission exécutive confédérale. Pascal Samout, ex-secrétaire général de l'UD du 43 et ancien membre également de la commission exécutive confédérale. Catherine Rochard, ex-secrétaire générale de l'UD 49 et membre longtemps de la commission exécutive confédérale. Franck Bergamini, secrétaire général de l'Union départementale 13 et membre de la commission exécutive confédérale. Il est accompagné de René Salle. Laurent Rescagnière, secrétaire général de la FGTA et membre de la commission exécutive confédérale, accompagné de Richard Rose. Rachel Messous, de l'UD du Doubs, secrétaire général de l'UD et ex-membre de la commission exécutive confédérale. Sylvie Seferovic, secrétaire général de l'UD de la Marne et membre de la commission exécutive confédérale. François Trinquet, secrétaire général de l'Union départementale du 92 et membre de la commission exécutive confédérale, accompagné par son trésorier Mustapha Ramdani. Alexandre Toth, secrétaire général de l'UD 57 et ex-membre de la commission exécutive confédérale, accompagné de Mathieu Risse. Clément Poulet, qui arrivera un petit peu plus tard, secrétaire général de la FNEC, accompagné de Toufik Amraoui, qui est trésorier de la fédération. Valentin Rodriguez, secrétaire général des métaux et membre de la commission exécutive confédérale, qui devrait arriver d'ici quelques minutes. Pascal Mirales, secrétaire général de la Fédé de la chimie depuis quelques heures, depuis 36 heures. Gaël Sipos, secrétaire général de l'UD de l'Allier. Elisabeth Imbertech, de l'UD de Corrèze, secrétaire générale. Marlène Fernandez, secrétaire générale de l'UD 33 et membre de la commission exécutive confédérale.
Philippe Beaufort, secrétaire général de l'UD de l'Isère et membre de la commission exécutive confédérale. Vincent Deloge, secrétaire général de l'UD 43 et membre de la commission exécutive confédérale. Pascal Guyot, secrétaire général de l'UD du Puy-de-Dôme. Xavier Boiston, secrétaire général de l'UD du Rhône et membre de la commission exécutive confédérale. Étienne Raoul, secrétaire général de l'UD du Vaucluse. Hubert Raguin et François Chintron, tous les deux anciens secrétaires généraux de la FNEC et anciens membres de la commission exécutive confédérale. Claire Guelmani, qui représente la Fédération des employés et cadres. Paul Barbier de l'UCR, l'Union confédérale des retraités, et son épouse Dominique, spécialiste des retraites dans la Fédération de l'enseignement. Il y a également les UD voisines. Jocelyne Bossan, secrétaire générale de l'Union départementale des Deux-Sèvres. Céline Cussac et Patrick Weger, qui représentent l'UD 35. Denis Fauvel de l'UD 56. Magali Lardeux, secrétaire générale de l'UD du Maine-et-Loire, membre de la CEC, qui est accompagnée d'un certain nombre de camarades. Annabelle Etienne, secrétaire générale de l'UD de Vendée, accompagnée également de plusieurs camarades. Sébastien Lardeux, secrétaire général de l'UD de la Mayenne et membre de la commission exécutive confédérale. Je salue la présence de Patrick Hébert, ancien secrétaire général de cette union départementale et ancien membre également, comme Jocelyne, d'ailleurs je l'ai oublié, de la commission exécutive confédérale. Bruno Caïto, Jean-Yves Brochard, qui est venu me saluer tout à l'heure, René Robin, qui ont été secrétaires adjoints de l'union départementale. Ça me fait plaisir de les voir. Bernard Azot et Jean Elceda, qui ont assuré la sortie régulière de l'Ouest syndicaliste pendant plus de 15 ans. Et Bernard Ruot, alias Kézak, qui est également présent parmi nous. Vous pouvez continuer à apprécier ces dessins humoristiques dans l'os, et y compris sur vos tables. Je salue également mes nombreux amis présents ici. Luc, Ben, Pierre, Dan, Gaël, Adrien, Stéphane, Ludo, Gérard, Marie, Gilles, Johan et Séverine. Je salue également la présence de Jean-Marc Schiappa, historien mais également militant force ouvrière, qui est venu présenter il y a 3 mois son livre sur Paul Ruff devant une centaine de militants de l'UD. Quelques camarades n'ont pas pu faire le déplacement. Gabriel Gaudy de l'UD 75, Valérie Michel de la Fédération Défense, Christian Grolier de la FGF, Franck Serra du bâtiment et Sébastien Buziris de la FEC. Merci de votre présence, mes camarades. Je demande d'applaudir l'ensemble de ces camarades qui font vivre la Confédération Générale du Travail, Force ouvrière. Camarades, il y a une vieille tradition dans notre pays depuis 1884 et la loi sur la liberté syndicale. Cette tradition consiste à mettre à disposition des organisations syndicales confédérées des bourses du travail. C'est cette tradition qui est remise en cause dans de nombreux endroits. C'est le cas à Saint-Nazaire, dans le département où le maire socialo-macroniste, j'hésitais sur la dénomination, de Saint-Nazaire, qui compte diviser par 2 la surface de nos locaux. Nous savons que ceux qui ont décidé ici ou là de se lancer dans cette croisade rêvent d'un ordre corporatiste débarrassé des organisations syndicales. Nous les condamnons sans réserve. Camarades, heureusement, il existe encore des élus républicains qui nous respectent. Même si nous avons des points de désaccord sur de nombreux sujets, ces élus reconnaissent que la défense des intérêts particuliers des salariés concourt à la démocratie. Nous n'aurions pas pu avoir cette salle aujourd'hui, compte tenu du coût exorbitant de sa location, sans la contribution financière de la ville de Nantes et de Nantes Métropole. C'est la raison pour laquelle nous recevrons ce midi, dans le cadre des traditions de courtoisie républicaine qui sont les nôtres, Olivier Château, second maire adjoint de Nantes en l'absence de Johanna Roland.
Camarades, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais rendre hommage à nos camarades disparus depuis le dernier congrès. Je ne peux bien entendu pas tous les citer. Parmi eux, Jean-Pierre Cruanès, secrétaire de FOCOM 44 de 2006 à 2010. André Baudin, secrétaire du syndicat des teinturiers blanchisseurs dans les années 70. André Baudin a également été secrétaire de l'Union départementale des Deux-Sèvres, lorsque j'étais d'ailleurs secrétaire adjoint de l'Union locale de Thouars. Christian Di Martino, qui a assuré l'accueil à l'UD, décédé malheureusement à l'âge de 55 ans. Yvon Bousseau, qui a fait partie aux côtés d'Yvon Roqueton et de Jojo Boutin, de ceux qui ont organisé la grève à Sud Aviation en 1968. Il a rejoint Gigi Carnot en 1972, qui devient plus tard Arcelor. Il est délégué central FO de 1998 à 2002. Jean Claveau, alias Félix, de l'Action sociale et dessinateur talentueux. Vous avez certains de ses dessins sur la table, sur vos tables. Madeleine Guichet, qui a été secrétaire administrative de l'UD. Dominique Fabrice, décédé récemment, qui a été l'une des chevilles ouvrières du syndicat de l'agroalimentaire et du LOG en particulier. Norbert Coudray, secrétaire du syndicat du CHU. Joël Magré, secrétaire de l'association des retraités à Saint-Nazaire et longtemps salarié à Airbus. Guy Drouot, qui était la cheville ouvrière des retraités de la Bassoire. Aujourd'hui, mes camarades, nous poursuivons le combat de ces militants qui ont marqué la vie de notre union départementale. Je te demande de les faire applaudir, Fred. S'il vous plaît, mes camarades. Merci. Vous avez tous eu une petite sacoche. Vous avez un certain nombre de documents intéressants. Vous avez notamment le rapport moral écrit, que je vais compléter dans un instant, et qui sera soumis au vote des délégués. Vous avez également une brochure sur Alexandre Hébert, avec des textes et documents choisis par Christian Echen et moi-même. Christian est un militant FO de la sécurité sociale, enfin longtemps à la sécurité sociale, mais c'est aussi l'un des responsables de la libre pensée au niveau national. Il n'a pas pu se déplacer aujourd'hui, mais nous visionnerons tout à l'heure un message de sa part à l'ensemble des congressistes au sujet de cette petite brochure sur Alexandre Hébert. Nous regarderons également tout à l'heure une petite vidéo sur le nouveau site de l'UD qui sera mis en ligne dès ce soir. Je pense même qu'il est en ligne. En lieu et place des 2 sites de fréquentation égale qui existaient depuis de nombreuses années, je tiens à saluer le travail réalisé par Robert et Renaud pendant toutes ces années. Renaud, qui ne peut pas être là aujourd'hui, me disait que le nombre d'articles consultés depuis décembre 2008 avait été de 1 466 827 pages visitées et que le site était en constante progression. 21 488 visites en mai 2026, soit une augmentation de 134% depuis mai 2025. Si vous ajoutez la fréquentation du site tenu par Robert, c'est plus de 40 000 pages qui ont été vues en mai 2026. Eh bien, avec le nouveau site et la mise en ligne de nos informations sur tous les réseaux sociaux, nous allons faire, je l'espère, encore mieux. Camarades, au mois de septembre dernier, et en vue de ce congrès, j'ai demandé à Jean-Pierre Bréhus, qui est l'œil de l'Ouest syndicaliste, vous savez, la dernière page de l'Ouest syndicaliste, d'écrire une brochure sur les 34 années de vie de l'UD, de l'arrivée de Patrick à la tête de l'UD,
en 1992 à aujourd'hui. La petite brochure est devenue un livre de près de 500 pages. C'est un ouvrage remarquable. J'invite en particulier les jeunes militants, et les moins jeunes bien entendu, à le lire. Vous y trouverez quelques-uns des nombreux combats de l'UD depuis 1992, celui contre la loi Juppé-Notat en 1995, celui contre les réformes des retraites de 2003, 2019, 2023, pour le retrait du CPE en 2006 ou pour la nationalisation des chantiers de l'Atlantique. L'Union départementale, c'est aussi son opposition au traité constitutionnel en 2005 et son combat internationaliste, en particulier contre le génocide à Gaza et contre la guerre. Cet ouvrage retrace 34 années de lutte incessante pour défendre les intérêts de la classe ouvrière. Il est au prix de 20 €. Jean-Pierre est à ma droite, à votre gauche, et vous dédicacera volontiers son bouquin. N'hésitez pas à aller le voir, en particulier à la pause. Camarades, j'en viens au rapport d'activité. Vous avez donc un dossier complet de 50 pages, avec l'activité détaillée des 4 dernières années. S'il vous plaît. S'il vous plaît, mes camarades. Michel, tout seul. Pour être complet, il faudrait reprendre les quelques 30 numéros de Ouest Syndicaliste publiés depuis le dernier congrès. Compte tenu du temps qui m'est imparti, je ne vais pas rentrer dans le détail de notre activité quotidienne. Je vais cependant développer quelques aspects de notre activité en cours. Je tiens, avant de rentrer dans le vif du sujet, à remercier tous les militants qui animent le service juridique, les camarades impliqués dans la FOC, les membres des instances, le bureau qui se réunit chaque semaine et la CA une fois par mois, les syndicats, nos conseillers à la CAF, à la CEPAM, à la CARSAT, à l'URSSAF, nos conseillers du salarié, nos conseillers prud'homaux. Au-delà, ce sont des centaines de salariés que nos militants défendent chaque mois face aux patrons et au-delà. Ce sont des milliers qui bénéficient des fruits des accords que nous signons, en particulier via les NAO, toujours auprès d'une détermination sans faille et même de la grève. De la manifestation Force ouvrière à Nantes du 14 juin 2022 avec nos camarades de la santé pour la création immédiate de postes dans les EHPAD, jusqu'au meeting contre la guerre du 1er avril dernier, l'UD a été de tous les combats. À chaque fois que les syndicats nous ont demandé de les soutenir, nous l'avons fait. Je pense à Saunier Duval, à Cordemais, Mindin, Basse-Goulaine et ailleurs. Contre la réforme des retraites en 2023, nous avons joué un rôle déterminant pour l'action commune et nous avons été la seule organisation syndicale à proposer de tourner le dos concrètement aux journées d'action à répétition en organisant des assemblées générales pour la grève. Je pense à nos camarades de Manitou qui, au début du mois de mars 2023, ont organisé des AG qui ont réuni le même jour 600 salariés. Nous le savons tous ici, le rejet de la réforme des retraites était si profond qu'un appel à la grève générale des sommets et des organisations syndicales aurait sans doute balayé cette réforme. Je me souviens qu'à la suite d'une discussion à la commission exécutive confédérale, notre camarade Fred Souillot avait proposé aux autres organisations syndicales un appel à la grève continue les 7, 8 et 9 mars. En vain, hélas. De ce point de vue, l'histoire se répète. Je considère d'ailleurs que ce dossier n'est pas clos. Des centaines de milliers de salariés, des millions même, ne veulent pas travailler plus. Ils ne veulent pas de retraite des morts. Et donc, je considère que nous n'avons rien à faire dans la conférence sociale dite TER pour travail, emploi, retraite. Le seul objectif,
Le seul objectif de cette conférence est d'obtenir un diagnostic partagé pour que les candidats aux élections présidentielles s'engagent à réformer en profondeur nos retraites. Certes, les camarades Force ouvrière qui participent à cette conférence défendent les positions qui sont les nôtres. Je ne le discute même pas. Mais c'est un jeu de dupes. Nous savons ce qu'ils veulent faire en face, car ils ne s'en cachent pas. Fusionner les régimes, engager une réforme en profondeur, par points, avec un soupçon de capitalisation, et reculer à nouveau l'âge de départ à la retraite pour faire des économies substantielles. Jean-Pierre Farandou a déclaré lors d'une conférence de presse le 20 janvier dernier, je le cite, « Le sujet social majeur du moment, ce sont les retraites. La suspension à l'automne de la réforme Borne nous donne le temps utile jusqu'au 1er janvier 2028 pour trouver autre chose. Il faut travailler sur l'acceptabilité de travailler davantage. » Je ferme les guillemets. Et il rajoute, la conférence, en parlant de la conférence TER, ne vise pas un accord, mais à clarifier les choses. Et puis, il y a la proposition du Conseil d'orientation des retraites, qui date du début de la semaine, de repousser l'âge légal de départ à la retraite à 60,4 ans en 2030, 65,8 en 2045 et 67,6 en 2070. Qu'attendons-nous, mes camarades, pour condamner tout cela et claquer la porte pour dire que nous ne marchons pas dans cette combine, que pour nous c'est non, pour lancer un ultimatum au gouvernement et par ricochet à tous les candidats à l'élection présidentielle. Vous n'avez pas voulu abroger la réforme des retraites alors que nous étions majoritaires dans le pays. Vous voulez poursuivre dans la même direction et nous saigner. Nous n'acceptons pas et nous allons préparer la classe ouvrière à se préparer à la mobilisation. Camarades, ce qui est valable pour les retraites l'est également pour les salaires et la hausse des carburants et du gaz en lien avec la guerre au Moyen-Orient. Je lisais dans les journaux ces derniers jours qu'à New York, les hôteliers avaient signé l'accord social le plus coûteux de leur histoire pour éviter une grève à quelques semaines de la Coupe du Monde 2026. Hausse de 50% des salaires sur 8 ans. Femmes de chambre promises à des rémunérations à 6 chiffres. En menaçant de se lancer dans la grève, les salariés de Samsung en Corée ont obtenu le versement de 290 000 € en moyenne pour près de 65% d'entre eux. Ça doit nous faire réfléchir à la manière dont nous devrions prendre les choses. Pour être pris au sérieux et gagner sur les revendications, il faut être déterminé. Nos camarades du secteur privé le savent. Seul le rapport de force permet d'obtenir l'ouverture de négociations sur les salaires et les conditions de travail. En pleine période inflationniste, le gouvernement a décidé que les agents publics n'auraient toujours pas d'augmentation. Le point d'indice reste gelé. Aujourd'hui, les employeurs publics sont contraints de verser une indemnité différentielle à 862 000 agents publics pour qu'ils ne soient pas payés en dessous du SMIC. Je précise au passage que c'est la même chose dans de nombreuses branches du secteur privé. La tendance s'accélère. La rémunération de la grande majorité des fonctionnaires est bloquée au SMIC, en tout cas pour les catégories C, ou s'en rapproche. Le choix politique est clair. La dépense publique
est orientée vers les subventions ou exonérations pour les grandes entreprises et l'économie de guerre. La circulaire publiée le 20 avril 2026 par David Amiel, ministre de l'Action des comptes publics, affirme les priorités du gouvernement, je cite, car c'est important. David Amiel dit « L'effort engagé depuis des années en faveur de la défense doit être poursuivi et amplifié dans les années à venir. La nécessaire conciliation de cette priorité avec la nécessaire maîtrise des comptes publics impose des choix. Les budgets ministériels hors mission défense devront globalement être en diminution. L'actualisation de la loi de programmation militaire adoptée le 19 mai accorde 36 milliards d'euros supplémentaires pour atteindre une dépense de 436 milliards d'euros pour la période 2024-2030. S'il vous plaît, camarades, je vous demande de faire un petit effort d'attention. S'il vous plaît. La paupérisation et la précarité de plus en plus prégnante des agents publics est donc un choix assumé par le gouvernement. Je partage dans ces conditions la revendication de notre Fédération générale des fonctionnaires d'une augmentation immédiate de la valeur du point d'indice de 10%. Oui, là également, il faut préparer sérieusement les conditions de la mobilisation pour contraindre le gouvernement à ouvrir des négociations sur cette revendication. J'invite partout les camarades à être offensifs sur la question des salaires. Les camarades de Manitou viennent de m'informer qu'ils avaient pris une initiative intersyndicale pour demander entre autres une prime exceptionnelle face à la flambée des carburants. Cette initiative fait suite au rassemblement organisé le 14 avril dernier devant la préfecture pour exiger le plafonnement des prix des carburants à 1,50 €. Le tract de Manitou est signé par toutes les organisations syndicales du site. Il est simple et je vous le lis. Les syndicats FO, CGC, CGT, CFDT, CFTC de Manitou dénoncent l'instrumentalisation du conflit au Moyen-Orient pour justifier la flambée des prix des carburants. Ce n'est pas aux travailleurs de payer cette spéculation et de subir cette baisse immédiate des prix du pouvoir d'achat. Je pense, mes camarades, qu'il faut reprendre ce type d'initiative dans toutes les entreprises où nous sommes implantés. Je vous invite partout j'ai oublié. Dites-leur aux salariés que les bénéfices de Total Énergie ont progressé de 50% sur les 3 premiers mois de 2026 pour s'élever à 5,8 milliards d'euros sur 3 mois. Dites-leur à qui profite la guerre. La guerre, mes camarades, c'est l'extermination de centaines de milliers de femmes et d'hommes sur des champs de bataille au compte d'intérêts qui ne sont pas les leurs. Ce sont des massacres et la barbarie. C'est l'enrôlement de la jeunesse pour servir de chair à canon. La question de la guerre a été de toute époque une question cruciale pour le mouvement syndical. Elle l'est aujourd'hui d'autant plus que toutes les forces politiques réactionnaires, de gauche, de droite et d'extrême droite, veulent nous y conduire. Il est désormais établi que les milliards déversés pour la défense et l'armement sont ouvertement, et je dirais même nécessairement, ponctionnés sur les budgets sociaux, sur l'hôpital, sur l'école, sur la protection sociale, sur les salaires et les retraites. Allons plus loin.
Quand bien même ce gouvernement aux ordres du capital financier pourrait financer l'industrie d'armement sans toucher à 1 centime des budgets sociaux, ce qui est rigoureusement impossible, je serai toujours contre parce que je considère qu'aucun syndicaliste ne peut accepter et se satisfaire que des ouvriers soient utilisés à produire des engins de mort destinés à tuer d'autres ouvriers pour engraisser des industriels de l'armement et l'économie capitaliste. C'est le rôle du syndicat de combattre la guerre et les génocides comme celui de Gaza. Y déroger, mes camarades, ce serait tuer le syndicat ouvrier. Camarades, en repensant aux dockers italiens qui, avec leurs syndicats, se sont mis en grève pour cesser les envois d'armes vers Israël, je me suis dit qu'il serait parfaitement légitime que tous les syndicats engagent une campagne pour aider les travailleurs qui produisent les armes, arsenaux, manufactures, à se mettre en grève pour arrêter de produire ces engins de mort et qu'ils exigent que tout leur savoir-faire, leurs compétences, leur force de travail soient redirigés dans les industries au service du bien-être humain. Par exemple, pourquoi des Rafales et pas des bombardiers d'eau ou Canadair? Oui, nous en manquons cruellement et c'est ce qui devrait devenir une urgence absolue au regard du réchauffement climatique. Quant aux porte-avions, pourquoi pas vers la marine marchande dont nous connaissons les besoins, y compris pour l'écologie? Non, l'arrêt de la production d'armement n'est pas synonyme de licenciement. Ce qui est synonyme de licenciement, c'est la politique des gouvernements qui laissent notre industrie aller à volo. Depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, depuis 2017 donc, 1570 entreprises françaises ont été rachetées par des groupes américains. Ça, mes camarades, c'est une catastrophe pour les emplois, mais aussi pour notre souveraineté. Il n'a pas levé le petit doigt pour défendre notre industrie. Je rappelle que la position de l'Union départementale a toujours été la nationalisation, même de manière provisoire, pour sauver les fleurons industriels. À l'époque, nous avions avancé cette revendication avec succès pour sauver le chantier naval de Saint-Nazaire. C'est la raison pour laquelle nous avons également mis en avant la revendication de nationalisation d'ArcelorMittal, seule solution pour sortir cette filière des griffes du milliardaire Mittal. Alors, mes camarades, je ne peux que me féliciter dans ces conditions. S'il vous plaît, je vous demande d'être attentifs, à moins qu'il y ait du monde derrière les rideaux qui... Je ne peux que me féliciter dans ces conditions que la Confédération ait condamné le projet de la loi de programmation militaire adoptée à l'Assemblée nationale, à la fois les 36 milliards supplémentaires pour l'armement, mais aussi la mise en place d'un état d'urgence synonyme de limitation des libertés. En effet, la loi d'actualisation de la programmation militaire mettrait en œuvre, si elle était adoptée définitivement, une disposition permettant au président de la République de recourir par simple décret à un état d'alerte de sécurité nationale en cas de menace grave et actuelle. Cet état d'alerte permettrait au gouvernement de déroger aux lois et règlements dans divers domaines de la vie économique et sociale, dont le droit du travail et les libertés fondamentales, et ce faisant de soumettre toute la société aux besoins de la défense. Depuis 2017 et l'arrivée de Macron, la remise en cause des droits et des libertés s'est accélérée. La Confédération syndicale internationale établit depuis 2014 un classement des pays quant au respect des normes
de l'Organisation internationale du travail en matière de droit du travail et de droits syndicaux. Il y a 6 catégories, 1, 2, 3, 4, 5 et même 5 plus. La catégorie 5, ce sont les pays où il n'y a aucun droit tout simplement. En 2020, lors du précédent classement, la Confédération syndicale internationale classait la France en catégorie 2 dans la rubrique « Violation réitérée des droits ». Avec ce commentaire, je cite à l'époque, « En France, la police a violemment réprimé de grands mouvements sociaux contre la réforme des retraites en 2019 et 2020, usant de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. De nombreux autres manifestants ont été arbitrairement arrêtés et détenus. Nous connaissons depuis quelques jours le nouveau classement de la France. Elle vient de glisser de la catégorie 2 à la catégorie 3, celle des violations réitérées des droits à celle des violations régulières des droits. D'une manière générale, la Confédération syndicale internationale pointe à l'échelle internationale une hausse de 5 points du pourcentage des violations de la liberté d'expression par rapport à l'année dernière. En Europe et sur le continent américain, les droits des travailleurs et des travailleuses subissent un recul alarmant. C'est le terme utilisé par la CIC. Les 2 régions ont enregistré la pire note moyenne des pays depuis la première édition de l'indice en 2014. Les résultats de cette année confortent le point de vue de la Confédération syndicale internationale et les dirigeants de la CIC ne sont pourtant pas des révolutionnaires, selon lequel nous assistons à une érosion générale des principes démocratiques et, je cite mot pour mot, à un coup d'État des milliardaires contre la démocratie. C'est ça la réalité. D'ailleurs, je précise que le problème, ce ne sont pas les policiers qui sont syndiqués force ouvrière, c'est les décisions prises au sommet de l'État pour réprimer en particulier les manifestations et les rassemblements que nous organisons pour faire valoir nos revendications. Camarades, la CIC a raison. Le régime de la propriété privée des moyens de production repose bel et bien sur l'extraction de la plus-value de cette part de travail gratuit que la classe exploiteuse extorque à la classe ouvrière. C'est par ce biais qu'elle s'enrichit. Et elle veut continuer à s'enrichir. Elle est prête à tout pour y arriver. Le patrimoine cumulé des 500 plus grandes fortunes françaises a été multiplié par 6,6 entre 2005 et 2025 pour atteindre, au moment où je vous parle, 1 128 milliards d'euros. Dans le même temps, le seuil des 10 millions de Français sous le seuil de pauvreté est en train d'être franchi. C'est, mes camarades, 15% de la population qui est en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire de 60% du salaire médian qui s'élève à 1 288 € net par mois. Mais les milliardaires veulent plus. Alors ils exigent des gouvernements qu'ils cognent. Rappelons tout de même que Macron a été choisi par les représentants du capital financier pour les représenter en 2017. Pour camoufler leurs méfaits, ils n'hésitent pas à pointer l'immigré, avec des guillemets, comme étant responsable de la situation dans laquelle est plongé le pays. Et c'est la raison pour laquelle nous rejetons toutes les manœuvres de division raciste mises en œuvre par le gouvernement Macron. En vertu de ces dispositions racistes, le préfet, mes camarades, a décidé d'expulser du pays une de nos camarades d'origine camerounaise, la camarade Christiane, qui est ici dans cette salle.
Elle est rattachée à un EHPAD qui dépend du Centre communal d'action sociale de Nantes. Elle est reconnue par son professionnalisme dans un secteur qui manque de personnel. Elle a le soutien de la ville de Nantes. Mais pour le moment, rien n'y fait. Et le préfet maintient sa position. Alors, ses collègues, avec le syndicat Force ouvrière, ont décidé d'appeler à la grève le jeudi 18 juin et organisent un rassemblement devant la préfecture à 14 h. J'appelle bien entendu tous les militants présents ici à participer à ce rassemblement. Je répète la date, jeudi 18 juin à 14 h. Christiane, tu peux compter sur le soutien de notre union départementale et de tous les camarades ici. Camarades, la section locale de Vive 3 vient de nous informer qu'elle organisait un rassemblement devant le siège du groupe Vive à Paris le 25 juin prochain. 5 chirurgiens dentistes nantais, syndiqués à Force ouvrière, car salariés, ont été sanctionnés car ils refusent d'acheter des prothèses en Chine, au détriment de leur déontologie et de leur liberté professionnelle. Bien entendu, nous les soutenons pleinement, comme nous soutenons les camarades de la section du groupe Vive, et je propose qu'un camarade des instances de l'union départementale, qui sera élu tout à l'heure, participe à ce rassemblement le 25 juin à Paris. Force ouvrière, ce sont des chirurgiens dentistes et ce sont également des praticiens hospitaliers. Je salue les camarades du syndicat national des médecins hospitaliers qui sont dans la salle. C'est une fierté. C'est une fierté pour nous d'avoir ces camarades parmi nous. J'en viens donc à la sécurité sociale, car l'hôpital public, le système de santé, c'est la sécurité sociale. La sécurité sociale est attaquée depuis son origine, mais nous assistons dans la dernière période à une accélération de cette offensive. Les exonérations de cotisations en faveur des patrons atteignent aujourd'hui 80 milliards d'euros par an. Il y a cette volonté d'abolir le salaire différé pour y substituer l'impôt. Certains proposent de supprimer les principales cotisations salariales afin d'augmenter soi-disant le salaire net. Et Macron et Lecornu en appellent à la réforme du financement de toute la protection sociale et donnent la perspective d'une TVA sociale. Or, là où la cotisation permet l'ouverture de droits, la répartition de l'impôt est totalement à la main de l'État. Ce n'est plus la logique de chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. La loi de financement de la sécurité sociale de 2026 a mis en œuvre des coupes très importantes. 4 milliards, mes camarades, d'économies à réaliser sur les dépenses de santé. Lecornu vient de décider d'y ajouter 2 milliards pour financer la loi de programmation militaire. L'arsenal déployé est colossal. Attaque contre les arrêts de maladie, comme si c'était les malades qui étaient responsables du soi-disant déficit de la sécurité sociale. Les affections de longue durée, les majorations d'allocations familiales et les aides personnalisées au logement des étudiants étrangers. Au sujet des étudiants étrangers, ils sont 1200 à Nantes, mes camarades. Nous avons participé dans la dernière période à 2 rassemblements contre l'augmentation des frais d'inscription. Tenez-vous bien, pour certains étudiants étrangers, le montant des frais d'inscription pourrait passer de 250 à 4 000 euros. Ce n'est pas ignoble, ça, mes camarades? La Sécu
est un acquis de la civilisation qui a permis des progrès formidables, traduits notamment par l'évolution de l'espérance de vie pour les hommes de 54 ans en 1930 à 79 ans aujourd'hui. Sa défense face aux intérêts, aux appétits des requins du capital financier est un combat majeur de la classe ouvrière et de notre confédération. Parmi les bagarres, camarades, je vous demande de faire un petit effort. S'il vous plaît. Parmi les bagarres, il y a celle contre le logiciel Arpège sur le calcul des indemnités journalières de sécurité sociale. Depuis 1 an et demi, celui-ci plonge de très nombreux assurés sociaux dans une situation dramatique. Déployé à titre expérimental dans les CEPAM de Loire-Atlantique et de Vendée, Arpège devait moderniser et fiabiliser le traitement des indemnités journalières. En réalité, mes camarades, plus de 10 000 assurés sociaux ont été victimes d'absence de versement, ce qui les a conduits à des loyers impayés, des découverts bancaires et des situations de détresse pour des salariés déjà fragilisés par la maladie ou l'accident. Aux côtés des assurés, notre union départementale s'est mobilisée, en particulier le 4 décembre dernier devant la CEPAM, avec l'intervention du camarade Erwan. Malheureusement, rien n'y fait. La CNAM et le gouvernement n'ont rien fait. Ou plutôt si. Ils viennent d'annoncer qu'un nouveau logiciel, alors il ne s'appelle plus Arpège, il s'appelle Sola. Je ne sais pas où ils trouvent les noms de ces logiciels, serait mis en service au mois de décembre prochain. Et tenez-vous bien, ils ont choisi 2 départements pour l'expérimenter. Lesquels, d'après vous? La Vendée et la Loire-Atlantique. Camarades, j'aurais également aimé vous parler de la situation de l'hôpital public, mais mes camarades secrétaires de syndicats vous en parleront mieux que moi. Et je ne peux pas conclure mon propos sans parler du combat que nous avons mené et que nous continuons à mener à l'EPMS Minden. Quelques mois après la tenue du dernier congrès, nous avons obtenu le Ségur, c'est-à-dire 183 € net par mois pour tous les agents de l'EPMS Minden. Plus de 2 ans de bagarre, mes camarades. Je me souviens de la mine des Confites, de Laurent, Morgane et Yann, en cette fin du mois de juillet 2020. La majorité des agents de Minden étaient exclus du Ségur et des 183 €. Je leur ai dit, on va se battre et on ne lâchera rien. Ils n'ont rien lâché et nous avons gagné. Mais à peine avait-il obtenu gain de cause que le conseil départemental prenait la décision d'éclater Minden en 3 secteurs. Il a fallu reprendre le chemin du combat. Nous avons opposé à la décision du conseil départemental et de l'État l'unité du site et la création de nouvelles structures dans le département pour les personnes en situation de handicap. Savez-vous qu'ils sont 1200 adultes et 900 enfants à ne pas être accueillis comme il se doit dans des structures adaptées en Loire-Atlantique? Est-ce que c'est digne, mes camarades, ça? Les copains se sont donc battus. Il y a eu des hauts et des bas. Je vois Laurent sur ma gauche. Et puis, la défaite d'un maire et conseiller départemental, farouche partisan de l'éclatement du site de Minden aux dernières élections municipales, a redonné l'espoir de voir notre revendication satisfaite. Camarades, je sais bien que ce n'est pas toujours facile, mais c'est un message que j'adresse ici à tous les militants présents dans ce congrès. À Minden ou ailleurs, ne lâchez jamais rien.
Camarades, un mot tout de même sur l'état de la psychiatrie dans notre pays. Le vendredi 10 avril dernier, près d'un an après la tragédie qui a endeuillé le lycée Notre-Dame de Toutes-Aides à Nantes, un élève S'il vous plaît. Un élève du lycée Joubert-Maillard d'Ancenis a agressé de plusieurs coups de couteau une de ses condisciples, qui aujourd'hui est heureusement hors de danger. L'union départementale s'est tenue aux côtés des camarades d'Ancenis, dont les enfants ont été traumatisés par ce nouveau drame en milieu scolaire. Nous avons envoyé un courrier au préfet dont voici la teneur. J'ouvre les guillemets. Nous apprenons notamment par voie de presse que la mère de l'élève agresseur venait de demander l'hospitalisation de son fils. Or, comme vous le savez, le département de Loire-Atlantique dispose de 4 fois moins de lits de pédopsychiatrie que la moyenne nationale. Et même au niveau national, c'est de toute façon la misère. Laissant des jeunes patients en rupture de soins, avec des conséquences parfois tragiques. Les parents d'élèves s'interrogent légitimement. Le drame d'Ancenis, comme celui de Nantes ou ailleurs, aurait-il pu être évité si l'hôpital n'était pas exsangue? Pour Force ouvrière, l'argent destiné aujourd'hui à l'effort de guerre doit être immédiatement redirigé vers la satisfaction des besoins sociaux. Cela implique notamment la création des moyens supplémentaires pour l'école et l'hôpital, en particulier la pédopsychiatrie, afin de créer des postes nécessaires à leur bon fonctionnement. Au demeurant, nulle escalade sécuritaire, caméras de vidéosurveillance, portiques de sécurité, fouilles policières aux abords des établissements scolaires ne saurait constituer une réponse adaptée aux besoins des personnels et de la jeunesse. Au contraire, celle-ci participe au climat anxiogène qui pèse sur le milieu scolaire et tout ça doit être abandonné. Alors, camarades, il y a eu le drame de Toutes-Aides, celui d'Ancenis. Et aujourd'hui, il y a ce meurtre révoltant d'une jeune collégienne de 11 ans, Liana. Rappelons que le principal suspect de l'assassinat de la collégienne est visé depuis plusieurs signalements et plaintes, est visé depuis plusieurs mois par des signalements et plaintes, notamment pour des faits de violence sexuelle sur mineurs, dont une plainte déposée en 2025 et pour laquelle il n'avait toujours pas été auditionné. Ce dernier élément déterminant a été rapidement saisi, à juste titre, comme la démonstration d'une justice sous-dotée, incapable de suivre les dossiers, à commencer par protéger les plus vulnérables. Ce lundi 8 juin, ce sont plus de 60 000 personnes qui se sont rassemblées à travers le pays. À Paris, le rassemblement place Vendôme, c'est-à-dire devant le ministère de la Justice, avait été interdit. Le gouvernement, préférant que la colère soit dirigée vers les magistrats, avait invité les manifestants à se rendre au palais de justice. Malgré l'interdiction et sans se laisser duper par les manœuvres des véritables responsables, ce sont plus de 3000 manifestants qui ont décidé de se rendre chez Darmanin. Cette colère, mes camarades, a fait dire à Bruno Le Maire, je cite, « Si nous ne prenons pas la mesure de la colère qui monte, la révolution deviendra une certitude. » C'est un expert qui parle, mes camarades. En tout état de cause, nous voyons là, à travers l'assassinat de Liana, les conséquences directes des coupes budgétaires, 414 millions d'euros pour la justice, décidées dans le cadre de la révision de la loi de programmation militaire. Camarades, j'arrive à ma conclusion. Et je vais conclure sur la question de l'indépendance. Le rôle du syndicat
c'est de porter les revendications ouvrières en toutes circonstances, sur l'assurance chômage, la sécurité sociale, les hôpitaux, les services publics, les salaires, la retraite. La déclaration du 17 décembre 2024 entre le patronat et les organisations syndicales, dont la nôtre, est pour moi en rupture avec ce que nous sommes. Voici donc au moment où le Premier ministre de l'époque est en difficulté, il s'agissait de Bayrou, le patronat et les confédérations syndicales, par-delà toutes les barrières de classe qui fondent le syndicalisme, se mettent d'accord pour affirmer ensemble qu'il est nécessaire, je cite, de retrouver au plus vite le chemin de la stabilité, de la visibilité, de la sérénité. Cela conduit in fine à accepter la politique des gouvernements. Là, je considère que ce jour-là, nous avons franchi une ligne rouge. De la même manière, je ne comprends pas que l'on signe un accord sur un avenant à l'assurance chômage qui réduit les droits des chômeurs, alors que dans le même temps, le patronat s'en met plein les fouilles. Tu le sais, Fred, j'ai exprimé tout cela à l'occasion de la CE confédérale, lors des CCN et y compris au dernier congrès confédéral. Je considère que nous faisons fausse route et que cela fragilise pour le moins l'existence même de la Confédération. Tu sais ce que je pense de notre expression sur la guerre. Elle est omniprésente dans l'actualité, mais beaucoup moins, et c'est un euphémisme, dans les expressions de la Confédération. Je ne parle même pas des actions qui sont inexistantes. Cela va faire bientôt 3 ans que les massacres et les bombardements israéliens, soutenus par Trump, Macron et d'autres, frappent la population palestinienne menacée purement et simplement d'extermination. Et pourtant la Confédération a dit si peu. Il y a bien eu une lettre et quelques communiqués confédéraux pour condamner la situation, et encore avec des formulations ambiguës et des prudences, mais aucune initiative de mobilisation, ce qui n'a pas empêché notre union départementale d'agir. Comme s'il ne fallait surtout pas gêner l'exécutif embourbé dans son soutien honteux au gouvernement de Netanyahou. Je le dis, ceux-ci tournent le dos à toute l'ADN de la Confédération qui a su prendre position et appeler à manifester contre la guerre dans les moments importants de l'histoire, pendant la guerre d'Algérie, notamment, mais aussi pendant la guerre du Vietnam et plus récemment pendant le conflit en Irak, c'était en 2003. Voilà, je tenais à dire ce que je pensais de la situation et de notre positionnement dans la situation présente. Alors camarades, une nouvelle génération va prendre les rênes de l'UD. Ils ont déjà l'expérience et la volonté de rien lâcher. Alors en avant mes camarades, et vive la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière, vive l'UD, Force Ouvrière de Loire-Atlantique.